Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. C'est une enfant qui s'est allongée sur le pagne, c'est une adulte qui se relève. Ces mots, ce sont ceux de Alimata Fofana, réalisatrice, autrice, qui a été excisée à 5 ans lors de vacances avec ses parents dans son pays d'origine, le Sénégal. Une excision qui l'a marquée à vie. Aujourd'hui, en 2023, une petite fille se fait exciser dans le monde toutes les 4 minutes. Et en Belgique, 23 000 filles et femmes ont déjà subi une mutilation génitale féminine et 12 000 petites filles risquent de la subir, notamment cet été, à l'occasion du retour dans leur pays d'origine pour les vacances. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Pour prévenir ces excisions, le GAMS a lancé une campagne nationale de prévention de l'excision avant les départs en vacances. On accueille pour en parler Fabienne Richard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du GAMS et sage-femme au Centre médical d'aide aux victimes de l'excision au CHU Saint-Pierre, donc c'est ma vie. Alors peut-être juste un mot sur le GAMS pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas. C'est quoi le GAMS ? Donc le GAMS, c'est une ASBL, c'est un acronyme qui signifie Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. On travaille dans le champ de la prévention, donc prévenir les excisions, mais aussi accompagner les filles et les femmes qui ont été déjà excisées. Et alors on accueille aussi Keila Iloumeka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste au sein du GAMS également. Alors je vous propose pour commencer d'écouter le spot de cette campagne. On peut y entendre donc le récit d'Alimata Fofana qui est la marraine de cette campagne. J'avais 5 ans. Je suis partie en vacances dans mon pays d'origine. Ma tante m'a dit qu'on allait au marché. Je n'ai rien compris de ce qui se passait. J'ai été excisée à l'âge de 5 ans. J'ai cru que j'allais mourir. On m'a volé mon innocence. Brisons le silence autour de cette violence. Alors Fabienne Richard, ce récit, ce qui s'est passé pour Alimata à 5 ans, ça risque d'arriver à des dizaines, des centaines, des milliers de petites filles, même déjà cet été. Donc ce chiffre, il est difficile à obtenir puisque l'excision est une pratique punie par la loi. Mais on le sait par des cliniciens, des médecins, des gynécologues qui ont pu examiner des jeunes femmes ici en Belgique, qui étaient nées à Liège, qui étaient nées à Bruxelles et qui pourtant étaient excisées. Et lors du récit, lors de la consultation, toutes ont dit « oui, je suis repartie en vacances dans mon pays ». En juillet et août, et c'est ma tante, ma grand-mère, voilà, qui m'a excisée. Je n'ai rien compris, on m'a rien dit. Donc le récit ressemble fort à celui d'Alimata Fofana. Et c'est pour ça qu'on lance cette campagne maintenant. On est en juin. Dans quelques jours, les écoles vont fermer. Des petites filles vont retourner voir leur famille dans le pays d'origine. Ça peut être fait à l'insu des parents. Parfois, il suffit de laisser sa petite fille au marché, de dire je vais faire des courses, on laisse la petite fille à la famille. Et une tante, une grand-mère peut s'en charger sans demander l'avis aux parents. Alors, quels sont les pays les plus à risque de cette pratique d'excision ? Donc une grosse partie des pays se trouve en Afrique subsaharienne. Ça va de l'Afrique de l'Ouest comme la Guinée, le Mali, le Burkina Faso à l'Afrique de l'Est comme la Somalie ou Djibouti. Mais on a aussi des régions du monde moins connues. Donc par exemple au Moyen-Orient ou alors dans les communautés kurdes au nord de l'Irak ou même en Indonésie, en Malaisie. Ça c'est très peu connu qu'on a de l'excision en Asie et même quelques pays en Amérique latine, en Colombie par exemple chez les Mbera ou au Pérou. Et alors, il y a beaucoup de pays qui l'interdisent en fait aujourd'hui, mais on voit que malgré l'interdiction, c'est vraiment une pratique qui reste ancrée dans les traditions, une pratique ancestrale. Oui, donc la pression sociale est très très forte et elle va au-delà de la loi malheureusement. Donc beaucoup de pays comme la Guinée ont déjà légiféré contre l'excision. Mais on voit qu'après, appliquer la loi, c'est très très dur. On peut avoir le propre chef de police ou sa mère peut être exciseuse. Et on a des exciseuses qui font 24 heures en prison et qui sont libérées immédiatement parce que ça va un peu contre ce que veut la communauté. Et il y a même certains présidents en Afrique qui disent je ne peux pas mettre ça dans mon programme présidentiel d'abolir l'excision parce que je ne serai pas élu.
Donc on voit là que la pression est énorme. La pression est énorme. Mais alors justement, sur cette pression et sur le fait que c'est ancré dans les traditions, je vous propose d'écouter un extrait du témoignage d'Alimata Fofana, donc la marraine de votre campagne. Elle avait écrit un premier roman en 2015 où elle brisait le tabou de l'excision. Elle vient de sortir son deuxième roman qui s'appelle « À l'ombre de la cité Rimbaud » où elle aborde de nouveau la question de l'excision, mais aussi la question du mariage forcé, de comment l'école, les livres, la musique lui ont permis de trouver sa voie. Elle est réalisatrice aussi. Elle a réalisé un documentaire avec Anne Richard qui s'appelle « À nos corps excisés », un film très fort que l'on peut d'ailleurs toujours voir sur Arte, je vous le conseille. Alors, vous avez échangé avec elle, Fabienne Richard, à l'occasion de l'enregistrement d'un podcast pour Radio Panique. On va écouter un extrait de cet échange où elle parle notamment du rôle des mères et du fait que c'est vraiment une tradition ancrée dans beaucoup de pays. Les mères, quand elles font subir l'excision à leurs filles, elles pensent le faire pour le bien de leurs filles. Donc, il va de soi que c'est un acte terrible, nous sommes toutes et tous d'accord, mais elles ont ça en tête et elles pensent que ça fait partie du processus d'éducation. Et en plus, comme nous sommes des filles, elles pensent que ça fait partie de notre vie de souffrir, que la douleur fait partie de notre vie et il faut la prendre très tôt. Donc ça marque. La première douleur atroce, c'est l'acte de l'excision et dans mon livre, c'est ce que je dis, Soso, l'exciseuse, elle dit « Mais l'excision n'est rien comparé à la vie de femme qui les attend. » Donc ça permet de bien comprendre que ce sont des vies de femmes dures, où il y a énormément de souffrance, et en plus, elles taisent leur souffrance. Elles gardent, on dit, dans le livre, il y a un moment où je dis « Amumi c'est en soninke, Muniel c'est en wolof », et donc je décline, on dit ça veut dire « prends sur toi ». Donc aux femmes, c'est ce qu'on leur dit, très jeune, prends sur toi, prends sur toi, prends sur toi. Donc sur l'excision, c'est aussi prends sur toi. Avec ton mari, t'es pas bien, il se passe des choses atroces, prends sur toi. Et surtout, parle pas, quoi. Mais prends sur toi. Oui, et les petites filles qui hurlent ou qui crient lors de l'excision, on leur dit qu'elles n'ont pas été assez courageuses et que c'est la honte pour la famille. Oui, elles n'ont pas été dignes. Ouais. C'est-à-dire que la dignité, ça veut dire que vous voyez comment on formate des individus en leur disant que la douleur, c'est normal. Et quand tu as mal, tais ta douleur. Et donc, nos mères, elles ont grandi dans cet environnement et elles disent, il faut que les filles, on les excise parce que l'objectif premier pour nos mères, c'est qu'on se marie et qu'on fasse des enfants. Et parfois, il y a cette croyance qui persiste malheureusement de dire, si t'es pas excisée, tu trouveras pas de mari. Donc, vous imaginez quand on pense qu'une éducation réussie, c'est quand votre fille est mariée et a des enfants. Et là, on pense que c'est à cause du fait qu'elle soit pas excisée, elle trouvera pas de mari. Donc, on fait tout pour l'exciser afin qu'elle trouve un mari. Donc c'est pour ça qu'on nous excise, c'est parce qu'il y a certes il y a une volonté de contrôle du corps de la femme, on a très peur que la femme, comme j'ai déjà entendu dire, qu'elle aille à droite, à gauche, et il y a tout de même un élément important à prendre en considération quand on parle de schéma de répétition. Le schéma de répétition intervient quand il n'y a pas de réflexion. À partir du moment où il y a une réflexion, on ne répète pas parce qu'on prend conscience de ce qu'on a subi, on reconnaît ce qu'on a subi, on reconnaît la douleur et la souffrance qu'on a subie. Et généralement, quand on a cette prise de conscience, on ne la répète pas chez ses filles. Et nos mères, quand nous étions jeunes, elles n'ont pas eu cette prise de conscience. Moi, ma mère, elle a quitté un continent pour un autre. Elle ne maîtrisait pas la langue, elle ne savait ni lire ni écrire. Et elle a fait avec ce qui lui a été légué par sa propre mère. Donc, pour sa propre mère, c'est comme ça qu'on élève les enfants. Donc, elle a fait comme ça. Alors déjà merci à Radio Panique qui nous a autorisé à diffuser cet extrait. Alors on voit dans cet échange, Fabienne Richard, que en fait, donc on l'a dit, c'est une pratique ancestrale, mais parce qu'il n'y a pas eu non plus de réflexion, de sensibilisation. Est-ce que c'est un des rôles de cette campagne que vous avez lancée? C'est notamment de sensibiliser les femmes, les mères qui ont subi ces excisions pour qu'elles ne reproduisent pas ça chez leurs filles? Donc tout à fait, c'est le but de la campagne, mais je dirais c'est le but du GAMS en soi, parce que c'est au cœur du GAMS d'amener cette réflexion. Et tout au long de l'année, on mène des ateliers de groupe où on réfléchit, on discute sur les droits sexuels et reproductifs, sur la santé sexuelle et par exemple le consentement. Donc dans le cadre d'un mariage, de dire non à un rapport sexuel si on n'a pas envie, pour les femmes, c'est déjà un premier pas. Elles découvrent qu'elles ont des droits et pas que des devoirs. Je suis allée en Guinée l'année dernière et je discutais avec les femmes et elles me disaient « Fabienne, tu sais, chez nous, la première qualité d'une femme, on dit, c'est d'être soumise ».
Et donc, on discute ça. Et c'est quoi être femme soumise? Et voilà, quoi. Et donc, l'égalité homme-femme est vraiment au cœur de nos discussions. Oui, on le voit hein, dans l'extrait, elle dit l'excision n'est rien par rapport à la vie de femme qui les attend. Hein. C'est l'idée, en tout cas, qu'elles ont. Alors, on va peut-être faire un point au niveau juridique. Donc, je me tourne vers vous, Kayla Loumeka. Je rappelle que vous êtes juriste au sein du GAMS. Alors, ici, on parle d'excision qui se passe à l'étranger, mais ça reste... c'est punissable en Belgique, si ça se passe en Belgique, mais aussi d'ailleurs, si ça se passe à l'étranger, ça peut être punissable. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être que dit la loi en Belgique sur les mutilations génitales féminines? Voilà, oui. Bien sûr, en fait, c'est érigé en infraction, donc c'est interdit par la loi belge. Et c'est important de comprendre dans quel contexte ça s'inscrit, en fait. Comme on a expliqué, en fait, l'excision repose sur plusieurs tabous. Un tabou qui est lié à la sexualité, un tabou qui est lié à la violence qui se passe au sein des familles, et un autre tabou qui est lié, en fait, à des pratiques qui sont culturelles, religieuses, traditionnelles. Donc, par rapport à ça, que répond la loi ? Eh bien, la loi répond d'abord dans un premier temps que l'excision est un phénomène qui est systémique. Donc, c'est pas uniquement des faits isolés, même si on a l'impression que ce sont les familles qui reproduisent ça, ça s'inscrit dans un système. Et on appelle ça même un continuum de violence. Donc, elle explique très bien... Alimatou, qu'il y a pas uniquement l'excision qui les attend, mais il y a d'autres formes de violence. Donc, c'est un système. Et donc, par rapport à ça, il y a la loi. Il y a des lois qui disent qu'il ne faut pas voir ça que comme des faits isolés, mais comme des violences qui s'inscrivent dans un système. Une deuxième réponse de la loi, c'est que par rapport à ce phénomène systémique, la loi en elle-même n'est pas suffisante. Il y a une loi qui interdit l'excision, mais comme on l'a expliqué, il faut mettre en place d'autres dispositions, d'autres dispositifs, des mesures de prévention, des mesures de sensibilisation. Il faut outiller les professionnels. Donc la loi en elle-même n'est pas suffisante. Et donc, et enfin, dernière chose que la loi dit, c'est que effectivement, l'excision repose sur beaucoup de justifications qui sont culturelles et autres. Et la loi dit clairement qu'on ne peut pas justifier l'excision sur cette base-là. Donc, personne ne peut dire « oui, ce sont mes traditions, ce sont mes cultures ». La loi l'interdit, un point, c'est tout. Et donc, par rapport à ça, c'est aussi important, c'est la loi dit que l'excision que se fasse avec ou sans le consentement de la personne, ça n'a aucune incidence. La loi s'applique. C'est pour éviter de faire peser le poids de la décision uniquement sur la personne. Sur la personne, voilà. Sur la petite fille, par exemple, qui voilà, aurait subi et où on pourrait considérer qu'elle est consentante. Voilà, ou la mère, etc. Donc, c'est vraiment ce que... Et c'est les mesures qui ont été mises en place par la loi pour éviter ça. Et aussi, un autre point, comme vous l'avez soulevé, c'est par rapport au fait que, Alimatou l'a expliqué, il y a souvent, l'excision peut se passer à l'étranger. Et donc, il faut féliciter le législateur belge qui a pris ça en considération et qui a mis en place des mesures qui prévoient que s'il y a des risques à l'étranger, il y a toute une série de mesures qui peuvent être mises en place pour empêcher le départ si un risque trop grand que la petite fille soit exposée à l'excision à l'étranger. Mais ça veut dire qu'on peut agir préventivement au niveau juridique. Si, par exemple, voilà, on a quelqu'un dans son entourage où on suspecte qu'il y ait une excision qui se fasse pendant les vacances, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Voilà, donc ça c'est vraiment aussi un du travail du GAMS, c'est en fait d'accompagner les parents. Donc il y a plusieurs situations. Donc nous avons donc des parents qui peuvent venir nous voir et nous dire, ben voilà, on va voyager à l'étranger, quelles sont les mesures que je peux mettre en place pour être sûr que ma fille ne soit pas exposée à un risque. Et donc, on fait ce qu'on appelle une préparation au voyage. Et donc, ces parents peuvent venir d'eux-mêmes, mais parfois, ils sont aussi envoyés par des professionnels. Donc, on travaille beaucoup avec l'ONE, etc., qui nous renvoient des parents pour les aider à préparer. Et donc notre objectif, c'est de renforcer le parent dans son pouvoir protecteur par rapport à l'enfant. Malheureusement, il y a aussi des parents qui ne mettent pas en place des mesures où on estime que les mesures ne sont pas suffisantes. Et dans ce cas-là, la loi a prévu qu'on peut empêcher le départ à l'étranger. Et donc, il y a tout un dispositif, mais c'est vraiment dans ce cas très précis, quand tous les autres voies ont échoué, qu'on peut mettre en place ces dispositifs. Et donc, dans ce cas-là, on fait un signalement. Et donc, la justice fait un signalement et l'enfant ne pourra pas voyager.
D'accord. Alors, du coup, pour être peut-être juste très concret, puisqu'on en parle maintenant, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'on vous contacte? On contacte le GAM si on est face à ce genre de situation? Voilà, donc en fait, c'est le numéro du GAMS qu'on peut appeler. Je le rappelle, 02 219 43 40, du lundi au vendredi. Et alors là, on pourra soutenir les professionnels, les appeler directement. Donc, on a actuellement 3 juristes au GAMS qui peuvent soutenir les professionnels et notre équipe psychosociale. D'accord. Alors, donc on l'a dit, la loi, elle punit ce genre de pratique. Elle peut aussi agir préventivement. Est-ce qu'il y a déjà eu des poursuites et des condamnations en Belgique par rapport à ça? Voilà, donc c'est souvent la question qui revient. Et en fait, comme on l'a dit, ce qui se passe avec la loi, comme on est face à un phénomène qui est assez tabou, qui est assez secret, donc de la part des familles concernées qui ne parlent pas de ça. Donc c'est très difficile de pouvoir en parler. Et surtout, beaucoup de ces personnes ne savent même pas qu'elles pourraient en parler et ne savent pas où trouver les ressources, même si elles voulaient en parler, parce qu'elles se trouvent face à des professionnels qui ne sont pas toujours outillés et qui se sentent démunis. Donc le résultat, c'est que nous avons très peu de signalements de situations. On dit très peu de détection de filles à risque. Malheureusement, on a beaucoup de professeurs qui, lorsqu'ils savent qu'une fille va retourner dans un pays, par exemple au Sénégal ou en Guinée, ne se posent pas la question de se dire « mais est-ce que je suis sûre que cette fille n'est pas exposée à un risque ?» Ils ne sont pas toujours outillés par rapport à ça. Et donc, le résultat est qu'il y a très peu de situations qui sont signalées. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de condamnation en Belgique. Mais c'est lié en fait à ce contexte-là qu'il y a très peu de détection, les professionnels sont peu outillés et les familles ne savent pas où en parler si elles veulent en parler en fait. Donc, mais maintenant, on essaye de faire face à ça et de dire que même s'il n'y a pas de condamnation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situation à risque. Donc, on nous a signalé des situations, mais sans plus de preuves que on pense qu'il y a telle situation à risque, mais comme les familles ne parlent pas, c'est assez difficile, hein. Voilà, de pouvoir intervenir. Mais du coup, au niveau de la sensibilisation, on l'a dit, il y a la sensibilisation auprès des familles, mais aussi auprès des professionnels de la santé. Je le disais, Fabienne Richard, en introduction, vous êtes directrice du GAMS, mais aussi sage-femme au Centre médical d'aide aux victimes de l'excision au CHU Saint-Pierre. Est-ce que vous avez le sentiment que les professionnels de la santé sont parfaitement au courant? Est-ce des risques, mais aussi des attitudes à avoir s'ils remarquent, par exemple, une excision? Alors, je ne dirais pas 100% des professionnels, mais je dirais de plus en plus, parce qu'on sillonne quand même toute la Belgique. Le GAMS travaille au niveau fédéral. On a un soutien du ministère de la Santé pour former les gynécologues, les sages-femmes. Hier, on a passé 2 heures avec mon collègue gynécologue, Dr Caillet de C'est ma vie, à former un groupe de médecins. Donc, en fait, on passe notre temps à faire de la formation continue, mais ce qu'on réclame, c'est vraiment l'intégration de cette thématique dans le curriculum de base. Et ça fait des années qu'on le réclame et on voit malheureusement que dans les facultés, bien, c'est laissé libre, voilà, c'est l'université qui choisit le programme. Malheureusement, on ne peut pas imposer la question, l'introduction des violences faites aux femmes dans le programme, alors que je trouve que c'est l'urgence numéro 1. Si on va au-delà de l'excision, les violences faites aux femmes, c'est 1 femme sur 3. Et on voit qu'on bourre la tête des jeunes médecins avec certaines maladies orphelines, 1 sur 500 000 ou 1 million, et que les 1 sur 3 ne sont pas vus au programme, ou alors 1 heure, on survole. Et pour moi, c'est un scandale national, je dirais, ou même international, parce que je pense que la Belgique n'est pas la seule, mais il y a eu déjà des recommandations d'intégration, mais les universités, elles ont cette autonomie, en fait, au niveau du programme, qui fait qu'on ne peut pas leur imposer. En disant, ah oui, les programmes sont déjà très chargés. Et nous, on passe notre temps, en fait, à courir après des jeunes personnes formées, ou même l'école de sage-femme. Il y a certaines sages-femmes, après 4 ans, qui sortent sans avoir eu ça au programme.
Donc, vous voyez, on court après. Voilà. C'est ça. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Or, ces excisions, elles ont un impact sur la santé mentale parce que souvent, c'est un traumatisme. Alimata en parle très bien. Mais aussi sur la santé physique, sur la santé sexuelle, sur la santé reproductive. Il y a des vrais impacts. Tout à fait. Et l'Organisation mondiale de la santé a lancé il y a 2 ans un calculateur des coûts pour justement, parce que parfois c'est les coûts qui intéressent les gens. Et peut-être qu'on devrait faire l'exercice pour la Belgique, parce que ça a surtout été fait pour les pays d'origine, en Afrique subsaharienne, mais pour dire combien on économiserait en réduisant la prévalence de l'excision, parce qu'on éliminerait les questions d'hémorragie, d'infection, mais aussi au niveau de la santé mentale, la prise en charge des dépressions, de la mémoire traumatique et l'impact indirect sur les enfants et la famille en général, parce qu'une maman qui va pas bien, qui souffre de son excision, c'est toute la famille qui en pâtit. Donc en fait, il y a eu tout un exercice d'évaluation des coûts et les coûts sont énormes. L'impact de l'excision, c'est toute une vie. Ça a été fait, ça dure quelques minutes, mais après l'impact, c'est toute la vie. Oui, et même au niveau de la santé, par exemple, pour des femmes qui accouchent et qui ont été excisées, ça peut être un vrai problème au niveau de l'accouchement. Oui, donc moi j'ai eu la chance de travailler avec Médecins sans frontières en Somalie, et je crois que c'est ça qui, mon engagement est lié de cette confrontation au terrain avec la réalité en fait d'un type d'excision qui est l'infibulation, où le sexe est complètement cousu, donc les lèvres sont cousues, ce qui rend impossible la sortie du bébé. Et moi, en tant que sage-femme, je me suis retrouvée justement non formée, parce que j'avais fait des études où on ne m'avait pas formée sur l'excision, et en me disant, mais comment on fait ? Et j'ai vu plusieurs dizaines d'enfants mourir à cause de cette infibulation, et donc il y a un besoin de formation énorme. Et l'Organisation mondiale de la santé a sorti des guidelines sur comment éviter une césarienne et pouvoir ouvrir et que le bébé sorte, mais ça encore, ces guidelines ne sont pas connus, utilisés partout, et encore aujourd'hui, il y a des bébés, voire des femmes qui meurent si on ne les aide pas. Donc nous, c'est vraiment notre rôle ici en Belgique, mais aussi de plus en plus le GAMS est amené à intervenir en Afrique. Donc la coopération allemande, par exemple, l'année dernière, nous a demandé de les aider en Guinée. Et donc moi, j'ai pu faire plusieurs missions en Guinée. Et Enabel nous a contactés. Donc, on espère que la Belgique aussi va voir qu'il y a une force vive au GAMS, parce qu'on est vraiment aussi avec plein de personnes de la diaspora. Donc, l'équipe du GAMS est très, très riche, avec des gens qui viennent de Guinée, de Somalie, de Djibouti, de Somalie. Donc, je pense qu'on peut avoir un réel impact, à la fois une bonne connaissance des communautés en Belgique, mais aussi de retour dans les pays d'origine. Et on travaille vraiment sur ce pont entre l'Afrique et l'Europe, et on pense qu'on peut avancer bien comme ça en discutant des meilleures stratégies. Kayla Lumeka, on l'a dit tout à l'heure, il y a peu de femmes, de filles qui portent plainte, c'est difficile, la démarche est encore difficile, etc. Alors j'ai peut-être une double question, c'est est-ce que vous avez l'impression que s'il y avait plus de poursuites, ça changerait les mentalités, parce qu'on l'a dit, c'est profond, c'est vraiment un système. Et puis peut-être deuxième question, c'est que en fait on le sait que ces mutilations génitales féminines, elles sont aujourd'hui imprescriptibles, donc il y a des femmes qui pourraient porter plainte même plusieurs années après. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous poussez les femmes de porter plainte ou pas nécessairement ? En fait, ici, il faut vraiment envisager la loi comme moteur de changement. La loi, elle est là pour protéger. C'est comme ça que nous, on utilise la loi. Donc la loi est là pour protéger les petites filles, et donc la loi, elle est là pour permettre de sensibiliser les parents par rapport à cette problématique et renforcer leur pouvoir protecteur. Donc ça, c'est ainsi qu'on utilise la loi. C'est vrai que la loi aussi a un aspect répressif, donc qui lance un signal fort pour dire que nous, dans notre société, on n'accepte pas l'excision, c'est-à-dire couper dans un organe sain et pour des raisons non médicales. Donc on n'accepte pas ça dans notre société. Alors ici, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien se rendre compte que l'excision, on l'a dit, se base sur un tabou par rapport à la violence qui se passe dans les familles, intrafamiliales. Et donc la plupart des personnes se retrouvent dans un conflit de loyauté par rapport à leur famille. Et donc c'est très compliqué pour des personnes de décider de porter plainte contre leur famille. Maintenant, c'est une décision qui leur revient, mais c'est quelque chose dont on est bien conscient que par rapport à cette loyauté, ce conflit familial, c'est à eux de décider si
porter plainte peut être une thérapie pour elle, mais c'est vrai que je peux peut-être demander à Fabienne de donner l'exemple que Alimatou avait donné. Il y avait eu une plainte qui avait été portée par une famille. Oui, donc Alimata Fofana, quand elle est venue pour le lancement de la campagne, nous a relaté le fait en France d'une jeune fille qui avait attendu d'avoir plus de 18 ans pour porter plainte contre ses parents. Et en fait, ça s'est retourné contre elle. C'est-à-dire qu'elle a eu toute une pression communautaire en disant « Mais quelle fille tu es pour oser porter plainte contre tes parents ? Dans la communauté, ça se fait pas. » Et aussi, le jour du jugement, où elle a vu ses parents dans le box des accusés, elle s'est dit « Mais quelle fille je suis ?» Et en fait, elle a été très très mal au niveau de sa santé mentale. Enfin, ça l'a vraiment détruite. Et en réfléchissant avec Alimata Fofana et Céline Verbroek aussi, la présidente d'Intact, on se disait en fait, on ne peut pas demander à des filles, par la question de la loyauté, de porter plainte contre leurs parents, c'est vraiment dur. Mais par contre, on pourrait porter plainte contre l'État belge de ne pas avoir justement introduit cette question dans les curriculums, de ne pas avoir formé tous les professionnels, du fait que le détectomètre, l'outil qu'on a créé au niveau du GAMS est testé, qui permet d'évaluer le risque de manière objective, n'est pas distribué partout, n'est pas même qu'on n'impose pas aux professionnels qui savent qu'une famille va partir de faire cette période de counseling, d'évaluation. Maintenant, c'est au bon vouloir des professionnels. Donc certains professionnels en médecine scolaire à l'ONE le font, d'autres font la politique de l'autruche et disent « j'ai rien vu, j'ai rien vu ». Elle va partir, elle repart en Somalie où on est à 98% d'excision, mais je n'entends rien, je vois rien, je continue ma consultation. Or, on pense que l'État belge, là, a sa responsabilité et on espère pouvoir aboutir à une vraie politique commune et généralisée. Donc, on va organiser une table ronde en fin d'année pour réfléchir justement aux meilleures stratégies d'identification et de protection des enfants. D'accord. Et on espère que ça va aboutir à une vraie politique ambitieuse. Mais je vous propose juste peut-être de réécouter une dernière fois Alimata Fofana, dont on parle depuis le début de l'émission, donc réalisatrice, autrice, dans cet entretien que vous avez réalisé avec elle, Fabienne Richard, pour Radio Panique, où elle parle justement de ce rapport aux adultes dont vous avez parlé. C'est une enfant qui est très attirée par le monde des adultes, avant tout ça. Et après l'excision qu'elle subit, il y a quelque chose, c'est comme on l'a arrachée à l'enfance, on l'a arrachée à l'innocence. Et elle retourne à l'école et on fait comme si de rien n'était. Et c'est très explicite quand elle dit qu'elle marche avec une démarche saccadée. En tant qu'adulte, quand on voit un enfant qui marche difficilement, le rôle de l'adulte, c'est de demander pourquoi tu marches difficilement. Et là, on n'a pas voulu voir. Et comme c'est une enfant c'est-à-dire qu'elle prend les choses de manière frontale, cette petite fille, elle comprend que ils veulent pas voir et qu'elle n'aura pas de soutien non plus de ce côté-là. Alors, on n'a pas eu de la part de ses parents au moment de l'excision, et que dans le monde de l'école, le monde qu'elle aime profondément et sa maîtresse qu'elle adore, ben là non plus, elle n'aura pas de soutien. Donc, elle se résigne. Et c'est terrible, un enfant qui se résigne. À 5 ans. Ouais, c'est terrible. Un enfant qui se résigne. Un enfant, c'est plein d'espoir, ça a de la joie, ça a envie de faire, c'est prêt à rebondir. Il y a une force tout de même chez un enfant. Et cette petite, elle se dit, c'est fini. Et quelqu'un qui a même, un adulte, qui a mal et qui tait sa douleur, ce n'est pas supportable. Mais imaginez pour un enfant. Je pense que c'est plus fort encore. Alors du coup, on arrive à la fin de l'émission, mais on va en profiter après cet extrait, peut-être de dire, pour éviter que d'autres enfants ne perdent leur innocence, peut-être est-ce que vous pouvez nous rappeler vraiment les outils que vous avez mis en place, il y a la campagne, c'est un outil didactique aussi qui a été conçu pour interagir en classe, qu'on peut obtenir sur demande à info@gams.be et un numéro de téléphone, vous pouvez peut-être le rappeler. Alors c'est le 02 219 43 40 et le GAMS a différentes antennes, donc Bruxelles, mais aussi Namur,
Liège et Anvers et différentes permanences à peu près dans toutes les provinces. Donc, je pense qu'on est suffisamment accessible. Merci beaucoup. Merci Fabienne Richard, merci Kayla Lumeka pour nous avoir vraiment éclairé sur ce sujet. Merci donc aussi à Radio Pani qui nous a autorisé donc à diffuser ces extraits d'Alimata Fofana. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Merci. Merci.